Comment produire de l'information de qualité à l'heure où les moyens des rédactions se réduisent et que des armées de communicants assiègent les journalistes? Et comment ne pas céder aux sirènes du sensationnalisme pour se distinguer dans le foisonnement des contenus numériques? De la résolution de ces équations dépend la restauration du fragile lien de confiance entre l'opinion publique et les médias, un lien sur lequel j'ai sollicité l'éclairage de Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias. Bonjour Jean-Marie Charon. Bonjour. Alors, vous avez publié Les médias en France, c'est une nouvelle édition dans la collection Repères aux éditions La Découverte. La première édition date de 2003. Alors, vous qui suivez les médias depuis de longues années, quelles sont les principales critiques du grand public envers les médias aujourd'hui et surtout ont-elles évolué depuis ces dernières années et notamment depuis 2003 et la date de la parution de la première édition de votre livre Les médias en France? Eh bien, ça n'a pas tellement évolué. Ça n'a pas tellement évolué. Dans la mesure où j'ai fait partie des gens qui, à Média Pouvoir, puisque c'est dans cette revue qu'a été créé le fameux baromètre sur la confiance des Français dans leurs médias. C'était donc en 87 et les grandes critiques sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les thèmes qu'on entend d'ailleurs les plus traités. Je pense que le thème le principal, c'est celui du problème de la fiabilité. C'est-à-dire qu'on est dans une société où la dépendance à l'égard de l'information et des médias comme ressource pour la vie quotidienne ou pour la vie professionnelle s'impose de plus en plus. Et dans ce cadre-là, la tolérance à l'égard, je dirais, des erreurs, à l'égard des contresens, à l'égard je dirais, du manque de précision, sont de plus en plus sensibles. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est dans une société où le niveau même de compétences, de qualification des individus, d'expertise, on pourrait dire, dans chacun des domaines, augmente. Ce qui fait que là où le journaliste pouvait se prétendre être un peu en surplomb, d'être quelqu'un qui donnait un peu des leçons, ou en tout cas qui distillait des connaissances vers la société, eh bien aujourd'hui, le rapport est souvent inversé. Surtout que les journalistes aujourd'hui, on a tendance à voir des jeunes arriver dans les rédactions, généralistes, on n'a plus les grands spécialistes. Ça entretient la défiance, cela aussi? Alors, je pense que ça joue effectivement dans cette transformation de la relation entre le public et les médias. C'est vrai que la tendance, notamment avec l'évolution des modèles économiques, c'est de rechercher des journalistes qui sont à la fois de bons généralistes, qui ont de meilleures souvent connaissances de base que ce n'était le cas précédemment, mais qui ne sont pas spécialisés. L'idéal aujourd'hui des rédactions, c'est d'avoir des généralistes polyvalents, généralistes donc traitant de tous les domaines, polyvalents capables de travailler dans tous les médias. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le décalage entre l'expertise d'une partie du public et ces journalistes se creuse. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la pratique professionnelle, les journalistes sont de plus en plus amenés à se référer à l'expertise extérieure en faisant venir des spécialistes. Et la question notamment de la manière dont ils le font eh bien, pose problème parce que souvent, ils n'ont pas suffisamment intégré le fait que dans les domaines d'expertise qu'ils mobilisent, eh bien, il y a des débats, il y a des controverses, et souvent ils vont s'adresser à ces experts comme si finalement ils pouvaient obtenir une parole qui serait, je dirais, sans discussion possible. Or, le public sait qu'il y a des débats, qu'il y a des controverses, et là, il va souvent avoir un regard très critique à l'égard des journalistes qui soit invitent toujours les mêmes, on dit que ce sont toujours les mêmes bons clients, soit n'ont pas perçu à quel point le sujet était controversé, complexe et nécessitait donc d'être abordé sous différents angles. Ce manque de recul que vous pointez là, est-ce que justement on ne pourrait pas dire qu'il trouve sa source dans ce foisonnement numérique qui fait que le besoin d'information s'accélère? Alors, tout à fait. Il y a effectivement, avec le numérique, on a un peu une ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, le public veut des choses de plus en plus instantanées. Et on pourrait dire d'ailleurs que les médias ont plongé d'ailleurs dans cette tendance. On pourrait dire que l'idéal pour toute une partie du journaliste, ça serait pratiquement d'avoir les événements qui se déroulent en même temps qu'ils les traitent. C'est le thème de l'instantanéité. Mais en même temps, justement parce qu'il y a ce foisonnement d'informations très peu retraitées, très peu remises en perspective. En même temps, il y a une recherche de recul, de mise en perspective, ce qui fait qu'on voit simultanément se développer des médias
de l'instantané et ce qu'on appelle aujourd'hui de la slow information, c'est-à-dire des médias au contraire de la mise en perspective. C'est quand même paradoxal qu'au moment de cette instantanéité, on ait des trimestriels comme 21 qui aient du succès, qui marche. ou que sur l'Internet, on voit se développer des sites, notamment des pure players, comme Mediapart, Slate, etc., dont justement le principe est de se décaler par rapport à l'actualité et à ne pas donner une information très compacte, comme on avait l'impression que ce serait la règle toujours sur Internet, mais de fournir une information beaucoup plus déployée. Je parlais en introduction de sensationnalisme. Il y a quelques mois, nous recevions à votre place même Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde et fondateur de Slate, le pure player que vous évoquiez un instant. Il parlait de la nécessité des médias de créer un choc d'émotions par jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et est-ce que, là encore, ça entretient la défiance ? Je pense que c'est vrai qu'il y a une obligation dans un foisonnement d'offres d'essayer de se distinguer et donc de rechercher le scoop ou de rechercher l'angle qui va être extrêmement, je dirais, perceptible pour le public. Mais là encore, il y a cette espèce d'ambivalence, c'est-à-dire autant le public, et on le voit bien dans les études dont je parlais tout à l'heure sur la confiance des Français, autant il y a cette tendance à aller vers ce qui est très frappant, et en même temps, il y a une recherche de remise en perspective, une recherche de sens, d'où le fait d'ailleurs que le rôle, à mon avis, du journaliste se déplace. Il n'est plus d'être celui qui va surprendre, il est beaucoup plus celui qui va devoir redonner du sens, remettre en perspective, d'où le thème qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire celui qui propose de la hiérarchie, qui fait le tri d'une certaine manière dans ce foisonnement pour aider le public à se repérer. Jean-Marie Charron, vous êtes sociologue. Alors, je vais vous poser une question pour le sociologue que vous êtes. Est-ce qu'il y a un problème dans la représentation qu'ont les journalistes de leur public ? Je pense notamment à cette une récente de Libération qui titrait « Nous sommes un journal ». Est-ce que c'est vraiment ça qu'attendent les lecteurs aujourd'hui ? Alors je pense que si vous voulez, la une de Libération, elle est, je dirais, conjoncturelle ou un peu anecdotique. Elle est dans un contexte de conflit entre la rédaction et ses actionnaires. Mais ce conflit est porté en une. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait, pour défendre, disons, la rédaction, on pourrait dire qu'il y a toujours eu une relation particulière entre le journal et sa communauté de lecteurs, même si cette communauté se restreint. Réduit, oui. Mais vous avez raison, sinon, en termes de tendance générale, c'est vrai qu'il y a toujours eu une difficulté pour les journalistes à connaître leur public, voire une réticence. C'est tout le débat dans les entreprises de presse entre le marketing et les journalistes. Alors c'est vrai qu'en même temps, il est probable que le journaliste, à certains moments, a besoin de prendre du recul, de se dégager un peu de ce que seraient les attentes de son public, parce que son rôle n'est pas de coller aux attentes de son public. C'est aussi de le surprendre, d'insister sur des événements que le public n'a peut-être pas envie de voir, mais qui vont avoir un impact sur sa vie, sur l'organisation de la société. Donc on est toujours dans cette espèce de tension. Mais incontestablement, les journalistes ont une difficulté à imaginer leur public. Alors les choses vont certainement évoluer beaucoup, elles évoluent beaucoup, notamment on le voit bien sur les pure players aujourd'hui qui ont donné beaucoup de place à la participation, aux commentaires du public, voire au blog, où là effectivement les journalistes sont confrontés aux avis, mais aussi aux interventions de leur public sur les mêmes sujets que ceux qu'ils vont traiter dans l'actualité. Alors, je vais vous faire partager une analyse que l'on fait ici à Exerfi sur la crise des médias. On pense que l'une des causes de la crise des médias, si ce n'est la principale, c'est un errement stratégique lié à la non-préservation de la marque forte qu'ont les médias. Autrement dit, à force de réduire les coûts, de paupériser la profession de journaliste, les médias auraient détruit leur marque et cela les aurait précipités dans la crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Jean-Marie Charron ? Alors, si vous voulez, je ne sais pas si ce sont des stratégies délibérées ou si c'est une manière... Un errement stratégique. Oui, c'est au sens où les médias ont été pris dans un système de contraintes qui les a probablement déstabilisés et surpris, sachant qu'avant même que les usages se transforment avec le numérique, on a eu une destruction de valeur du côté d'une partie substantielle des ressources, qui est celui de la publicité. Or, c'est vrai que
d'un autre côté, l'Internet, par son histoire, parce qu'il a été créé dans des communautés de chercheurs, dans des communautés universitaires, a amené en même temps le thème de la gratuité. Donc les médias ont été pris dans cette espèce de tenaille. D'un côté, la ressource qui permettait de faire de l'information gratuite se dépréciait, se dévalorisait, et de l'autre côté, ils étaient incités, poussés à proposer une information gratuite. Alors ça leur est souvent reproché a posteriori, mais imaginons qu'ils aient été les seuls à proposer une information payante alors qu'on était dans un univers qui se déployait avec une expertise très diffuse, eh bien, ils auraient été contournés. Donc c'est vrai qu'il y a une contradiction qui était difficile à dépasser. Et puis il y a, paradoxalement, par rapport à votre question, l'idée que dans cette logique aussi je dirais du déclin de la publicité, les médias se sont de plus en plus banalisés dans leur manière d'aborder le marché publicitaire et notamment se sont mis à parler de marques. Quand on dit que les médias dévalorisent leurs marques, ils commencent à le faire en s'identifiant à des marques. Parce que me semble-t-il, ce qui faisait la particularité, la singularité des médias à l'égard de leur clientèle, de leur public, c'était précisément d'être en décalage par rapport à la logique commerciale traditionnelle et à s'imposer en termes de titres, de stations de radio, de télévision. Et à partir d'un certain moment, ils entrent dans une logique où ils disent « bah oui, nous sommes des marques ». Et je pense que quelque part, à ce moment-là, ils déprécient effectivement leur propre marque. Eh bien, Jean-Marie Charron, merci d'être venu partager cette analyse sur le plateau de Xerfi Canal. Je rappelle la nouvelle édition de votre ouvrage « Les médias en France », publié dans la collection Repères aux éditions La Découverte. Merci encore. Merci à vous.